Le son que vous entendez n'est pas le cri de la misère. C'est le rugissement d'une nation spoliée par son propre État, annonçant un changement sismique en Russie. Car ces voix, ces communautés, sont l'obsession que Vladimir Poutine craint le plus depuis 20 ans. Une femme au bonnet rose, dans un moment où la peur cède la place à la fureur pure, a crié la vérité la plus amère au visage du régime de Poutine. Aujourd'hui, les Russes ne craignent plus les missiles. Ils craignent le chiffre rond qui apparaît lorsqu'ils insèrent leur carte bancaire à la fin du mois. De vastes manifestations et des vagues de grèves ouvrières se lèvent puissamment contre Poutine. Pas de salaire, pas d'électricité, pas de chauffage. Il ne reste que la faim, le froid glacial, moins 20 degrés, et un sentiment omniprésent de trahison. Poutine ne perd pas seulement la guerre dans les steppes ukrainiennes, il la perd chez lui. Aujourd'hui, nous allons montrer comment le mensonge du Kremlin selon lequel tout est sous contrôle est brisé par ces grèves, à travers des images filmées par les ouvriers russes eux-mêmes. Tout commence par une froide matinée de novembre 2025 à Novosibirsk. Manifester en Russie, c'est risquer la prison, surtout en temps de guerre. Mais ces gens ont transcendé la peur, car ils sont animés par une force plus grande que la peur elle-même. La lutte pour leur survie. La femme au bonnet rose que vous voyez dans la vidéo est Elena Yun. Elle n'est pas une agent occidentale. Elle n'est pas une partisane de l'OTAN. Elle est juste une citoyenne russe ordinaire. Et la vérité qu'elle a hurlée au visage des policiers suffirait à démanteler toute la machine de propagande du Kremlin. Que disaient les pancartes ? Ne laissez pas la TVA dépasser 5%. 70% de nos salaires sont utilisés pour payer des impôts. Arrêtez-vous et réfléchissez à ce chiffre. 70%. Un citoyen russe doit reverser à elle, État 70 roubles sur 100 qu'il gagne. Pourquoi ? Cet argent sert-il à construire des hôpitaux, des écoles, des routes ou des usines ? Non. Il est confisqué pour devenir de la ferraille qui explosera et sera détruite dans les steppes ukrainiennes. Avez-vous vu l'analyse d'Adelina Svichta ? Le coût de la vie monte en flèche, les légumes sont un luxe, et les impôts sur le logement et les voitures explosent. Le peuple russe est contraint de sacrifier son niveau de vie pour financer l'ambition personnelle de Poutine. La phrase d'Elena Yun, « Ils nous ont crevé les yeux », est le symbole de ce réveil. Le peuple, endormi pendant des années par les récits d'une grande Russie, ouvre les yeux pour ne voir qu'un réfrigérateur vide et un percepteur devant la porte. Ce n'est pas une simple crise économique. C'est un vol planifié et exécuté par elle, État contre son propre peuple. Et les gens ont maintenant le choix entre se taire ou mourir de faim. Ils ont choisi de parler. Si la manifestation de Novosibirsk était un cri, l'événement que je m'apprête à décrire est un tremblement de terre. Car le problème ne s'arrête pas aux impôts. C'est l'histoire de la puissance stratégique, de la fierté et de l'arme la plus dangereuse de la Russie, la technologie nucléaire. Déplaçons notre carte vers l'ouest, à Dimitrovgrad, surnommée la cité atomique. Ce n'est pas une zone industrielle ordinaire. C'est le cœur du futur nucléaire russe, le projet MBIR, c'est-à-dire le réacteur d'essai rapide multi-usage. Poutine a présenté ce projet au monde comme une révolution de la science russe. Il a dit que l'Occident nous envierait. Il a déclaré que nous serions les leaders mondiaux de l'énergie nucléaire. Mais aujourd'hui, les grues sur ce chantier se sont arrêtées. Les 300 ouvriers qui construisaient ce réacteur révolutionnaire ont abandonné leur poste. Pourquoi ? Parce qu'Orgenergostroy JSC, l'entreprise soutenue par elle, État qui gère ce projet gigantesque, n'a pas versé un seul rouble aux travailleurs depuis octobre 2025. Août, septembre, octobre. 3 longs mois, c'est facile à dire. 3 mois passés à travailler sous le risque de radiation dans des conditions industrielles difficiles, sans pouvoir ramener une miche de pain à la maison. Des ingénieurs et des ouvriers d'une installation nucléaire en grève, c'est la sonnette d'alarme de l'effondrement d'un État. Regardez les chiffres. L'entreprise doit exactement 100 millions de roubles aux travailleurs. Ce n'est pas un simple immeuble résidentiel. C'est le projet le plus prestigieux de État russe. Si la Russie ne peut pas payer les ouvriers qui travaillent sur son projet le plus stratégique, cet État est littéralement en faillite. Selon un reportage de Commerçant, les ouvriers écrivent au comité d'enquête. Ils disent que nous avons faim. Ils déclarent qu'ils n'ont non seulement pas reçu leur salaire, mais aussi leurs frais de déplacement et leurs indemnités de vacances. Que fait le gouverneur ? Il est impuissant. Que fait le maire ? Il écoute, c'est tout. Parce qu'il n'y a plus d'argent. L'argent est au front. L'argent est dans les missiles coûteux. L'argent est dans les poches des oligarques. Réfléchissez, Ziguet. Vous êtes l'une des plus grandes puissances nucléaires du monde. Vous vous proclamez superpuissance. Mais vous ne pouvez pas payer les personnes qui construisent votre réacteur nucléaire le plus vital. Dans leur lettre au comité d'enquête, les ouvriers disent que si le Kremlin ne peut pas financer ce projet massif de 33 milliards de roubles, c'est que des rats se gavent dans les coffres. Et la crise ne s'arrête pas là. Allons maintenant à l'autre bout de la Russie, à Primorskaya, dans la région de l'Extrême-Orient. La situation à la centrale thermique de Primorskaya GRES, le plus grand centre de production d'énergie de la région, ressemble à une scène de film d'horreur. Si cet endroit s'arrête, les usines cessent de tourner, les maisons gèlent, la vie s'arrête. Les ouvriers ne travaillent pas, les ouvriers sont allongés sur le sol. Dans les séquences vidéo publiées par RFERL, nous voyons des employés de la centrale monter sur le toit et dormir sur le sol en béton. Les chaudières sont froides, les turbines sont silencieuses. Savez-vous ce que disait leur pancarte ? Grève ? Ce n'est pas une grève,
C'est une guerre pour la survie. Les sous-traitants se sont enfuis. Il n'y a plus d'argent. Les habitants sont terrifiés. Que ferons-nous si l'électricité est coupée? Mais les ouvriers impayés menacent d'éteindre complètement les chaudières. C'est exactement ce que nous appelons la nécrose industrielle. Poutine a vidé de son sang l'infrastructure civile pour nourrir sa machine de guerre. Il a coupé les budgets d'entretien des centrales électriques et les a réaffectés à l'effort de guerre. Il a coupé les fonds de salaire des ouvriers et les a transférés à l'armée. Quel est le résultat? Le corps, c'est-à-dire la Russie, a commencé à perdre des organes vitaux. Nous sommes maintenant face à un État incapable de produire de l'électricité, d'achever des centrales nucléaires ou de prendre soin de ses propres travailleurs. Ces images ne sont pas une exagération des médias occidentaux. Ce sont des appels à l'aide, filmés par les ouvriers russes, eux-mêmes avec leurs téléphones portables et partagés avec le monde. Et ces appels au secours commencent à faire trembler les murs du Kremlin. Bien que les médias du Kremlin tentent de présenter ces événements comme des litiges commerciaux isolés, les chiffres ne mentent pas. Une révolte fiscale à Novosibirsk. Une grève nucléaire à Dimitrovgrad. Des coupures d'électricité à Primorie. Ces 3 événements ne sont pas isolés. Ils sont plus que de simples nouvelles locales, car ces grèves et manifestations sont les premières bulles remontant à la surface de l'effet d'asphyxie mortelle créé par l'économie de guerre russe. Elles sont la preuve que les rouages du mécanisme État russe ne tournent plus, que le moteur manque de carburant et que le système est en ruine. Le Kremlin dépense des milliards de roubles par jour pour maintenir la guerre en Ukraine. Les tanks brûlent, les missiles explosent, et ce coût colossal crée un trou béant dans le budget impossible à combler. Quelle est la seule solution de Poutine pour colmater ce trou? S'en prendre au peuple. Alors comment le Kremlin réagit-il à cet incendie? En le niant? Non. Ils ne peuvent même plus le nier, ils l'admettent. Mais avec des mots fleuris. Avez-vous lu les dernières déclarations du ministre russe des Finances, Anton Siluanov? Siluanov a annoncé qu'ils augmentaient la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, de 20% à 22% pour compenser le déficit budgétaire. La raison? Financer l'opération militaire spéciale est notre priorité. En d'autres termes, nous allons prendre 2% de plus sur votre pain, votre lait, vos couches et investir cet argent dans la guerre. Mieux vaut que vous mouriez de faim plutôt que nous perdions la guerre. Comprenez-vous maintenant pourquoi Elena Youn à Novosibirsk a crié « Vous êtes en train de nous voler » parce que le ministre Siluanov a officiellement validé ce vol. Et de l'autre côté, la femme que l'Occident appelle l'arme la plus intelligente de Poutine. Elvira Nabiulina, la gouverneure de la Banque centrale. Elle aussi est à court d'options. Qu'a-t-elle dit lors de l'annonce des taux d'intérêt en octobre? Économie est en surchauffe. Nous avons maintenant atteint la limite de notre capacité de production physique. Nabiulina l'admet. Même si nous imprimons plus d'argent, cela ne sert à rien, car il n'y a plus personne pour travailler. Où sont passés les hommes? Soit ils meurent au front en Ukraine, soit ils ont fui le pays, soit, comme à Dimitrovgrad, ils sont en grève parce qu'ils ne sont pas payés. C'est un cercle vicieux. La guerre épuise la main-d'œuvre. Quand la main-d'œuvre disparaît, la production stagne. Quand la production stagne, l'inflation explose. Quand l'inflation explose, le peuple descend dans la rue. Poutine ajoute de la pression pour briser ce cercle vicieux. Mais la pression ne fait qu'alimenter la colère. Le visage fatigué de Nabiulina n'est pas celui d'une économiste, mais celui d'une capitaine qui voit la catastrophe se rapprocher. Le navire coule et les canaux de sauvetage sont déjà pleins. L'analyse d'Alexandra Prokopenko, du centre Carnegie Russie-Eurasie à Berlin, expose clairement la situation. Poutine a assez d'argent pour financer la guerre pendant les 12 à 14 prochains mois. Mais ensuite, il devra faire un choix impossible entre les canons et le beurre. Il semble que Poutine ait déjà fait ce choix. Il a choisi les armes. Le beurre, c'est-à-dire le bien-être du peuple, a été écarté de la table. Ce choix stratégique a entraîné la Russie dans une guerre sur 2 fronts. Premier front, les tranchées en Ukraine, contre une armée soutenue par l'OTAN. Deuxième front, les villes industrielles russes elles-mêmes, contre sa propre classe ouvrière. Le naufrage de ce navire n'est pas un accident causé par un iceberg. C'est le résultat d'une explosion délibérée, systémique et irréversible dans la salle des machines, le cœur de l'économie russe. Le cri « Vous êtes en train de nous voler » d'Elena Youn à Novosibirsk. Ou la question « Où est mon salaire ?» des ouvriers du nucléaire à Dimitrovgrad. Tout pointe en fait vers une terrible vérité. Les coffres sont vides. Mais comment? Comment la Russie, superpuissance énergétique, peut-elle se retrouver incapable de payer ses propres ouvriers du nucléaire? La réponse réside dans le chiffre colossal que le Kremlin a tenté de cacher pendant des années, mais qui ne peut plus être dissimulé depuis l'automne 2025. Le tableau que vous voyez est l'acte de décès du rêve impérial de Poutine. Le Trésor national russe, Gazprom, a annoncé une perte nette record de 629 milliards de roubles, soit environ 7 milliards de dollars, pour la première fois en 22 ans. Ce n'est pas simplement une mauvaise année fiscale, c'est un cannibalisme industriel. Le Kremlin a tellement saigné Gazprom pour financer la guerre que l'entreprise est désormais totalement exsangue. Gazprom n'est plus un géant énergétique rentable, c'est un mort-vivant sous perfusion d'État. C'est un zombie industriel. Derrière cette faillite se cache une raison beaucoup plus physique, beaucoup plus explosive. Pour comprendre pourquoi l'argent épuise, nous devons passer des comptes bancaires aux réservoirs de pétrole fumant. Parce que les coffres n'ont pas seulement été vidés, ils ont été incendiés. En octobre 2025,
Les lignes logistiques qui sont la sève de l'aile, économie russe, sont devenues les victimes de la campagne de strangulation logistique la plus sophistiquée de l'histoire. Cette catastrophe n'est pas arrivée du jour au lendemain. C'est une procédure chirurgicale, mise en œuvre méticuleusement par les services de renseignement ukrainiens, le JER, dans le but de démanteler les poumons de carburant russes. Quel est le résultat? En octobre 2025, le bilan des dégâts est effrayant. Plus de 40 raffineries de pétrole clés ont été attaquées, de la Crimée à l'Oural. 21% de la capacité totale de raffinage russe et 40% de la production d'essence ont été anéantis. Cette strangulation logistique a poussé non seulement les usines, mais aussi les alliés les plus fidèles de Poutine, les oligarques apparemment intouchables, au bord de l'effondrement. Igor Sechin de Rosneft et Alexei Miller de Gazprom, autrefois considérés comme les véritables maîtres de la Russie, ne sont plus que les gardiens de portefeuille déchirés. La perte de 7 milliards de dollars de Gazprom a fait fondre le pouvoir de Miller. Sechin, PDG de Rosneft, est impuissant car il ne peut pas trouver de pièces de rechange à cause des sanctions occidentales et ne peut pas réparer les raffineries en feu. Les milliards de dollars de pertes des oligarques sont compensés en volant la dernière pièce de monnaie des poches du peuple. Ce n'est pas seulement une crise économique, c'est la paralysie logistique qui laisse les tanks au front à court de carburant. Cependant, le tableau général est encore plus sombre que l'histoire de Gazprom. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est maintenant tombée, et elle est tombée sur le deuxième géant énergétique russe, Lukoil. La terrible rumeur qui gronde sur les marchés est la suivante. Lukoil est confronté à la nationalisation ou à la vente forcée. Lukoil sera également contrainte de vendre ses actifs étrangers en novembre 2025. Pourquoi? Parce que le secteur énergétique russe est écrasé sous un étau à 3 branches mortelles. L'embargo technologique occidental a renvoyé la Russie à la technologie des années 1980. Il n'y a pas de pièces de rechange, de turbines ou de logiciels occidentaux pour réparer les raffineries en feu. Rosneft et Lukoil dépendent de copies chinoises de mauvaise qualité pour réparer les installations endommagées, mais elles ne sont pas compatibles. Pékin, où Poutine croyait en une amitié sans limite, a tourné le dos à la Russie dès qu'il a perçu la menace des sanctions secondaires américaines. La banque commerciale de Chuzhou, l'ICBC et d'autres grandes banques chinoises ont cessé les paiements à la Russie. Les compagnies pétrolières russes ne peuvent pas encaisser l'argent du pétrole qu'elles vendent. Des navires attendent dans les ports chinois, mais le transfert d'argent est impossible. L'ami chinois observe l'agonie de la Russie et achète du pétrole à prix cassé. Et il y a les plus de 40 attaques de raffineries mentionnées plus haut. Sous la pression de cet étau à 3 branches, des personnalités comme Vagit Alekperov, le fondateur de Lukoil, ont été acculées. Le Kremlin prévoit de sauver ces géants défaillants en les nationalisant, c'est-à-dire en les confisquant. Mais les coffres de l'État sont vides. C'est comme essayer d'attacher le cadavre d'un navire qui coule à un autre navire qui coule. Il semble que Poutine ait déjà fait ce choix. Il a choisi les armes. Le beurre, c'est-à-dire le bien-être du peuple, a été écarté. L'histoire nous l'enseigne. Un régime peut perdre la guerre à l'extérieur et survivre. Mais quand l'arrière s'effondre, aucune armée au monde ne peut sauver ce régime. En 1917, ce ne sont pas les soldats allemands sur le front qui ont renversé le tsar, mais les files d'attente pour le pain à Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas la guerre en Afghanistan qui a détruit l'Union soviétique, mais les étagères de supermarchés vides et les grèves des mineurs. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Ces 300 ouvriers à Dimitrovgrad. Cette femme au bonnet rose à Novosibirsk. Ces électriciens allongés sur le sol à Primory. Ils sont les premières gouttes de la tempête qui approche. Et quelle est la chose la plus effrayante? Ce n'est que le début. L'hiver ne fait que commencer. Poutine peut faire confiance à ses missiles, il peut faire confiance à ses oligarques. Mais il oublie une chose. Même l'armée la plus puissante du monde ne peut arrêter un peuple qui a faim. L'arrière de la Russie s'est effondré. Et lorsqu'un bâtiment commence à se fissurer par les fondations, peu importe la solidité du toit, le bâtiment s'effondrera. Et sous les décombres seront enterrés ceux qui ont interdit le mot récession. Mais pas ceux qui ont crié la vérité. Abonnez-vous, activez les notifications et commentez. Pensez-vous que les Russes vont tranquillement endurer cet hiver? Ou que le cri de la femme au bonnet rose se transformera en avalanche? Rendez-vous dans nos prochaines productions. D'ici là, gardez œil non seulement sur les lignes de front, mais aussi sur les arrière-cours de la Russie. La vraie bataille commence là. Nous continuerons à suivre cet effondrement de près. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez sûrement le contenu qui suit. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour que je puisse vous retrouver lors de la prochaine vidéo.